Le 22 février dernier, le président de la République a décidé de prendre parole via un point de presse qu'on a appelé briefing spécial. Il a répondu aux questions de journalistes. Oui, sa prise de parole fait encore l'actualité parce que le président a commenté et a répondu aux questions d'actualité. Alors, j'ai reçu, quelques jours passés, un membre de la majorité. L'équité de la parole voudra que j'en reçoive un autre qui a un point de vue différent. Et pour ce faire, M. India Omari a accepté mon invitation, avec qui on va essayer d'analyser, de décrypter, de commenter les propos du président de la République. Cette prise de parole était-elle opportune? Est-ce que le président a été pertinent? A-t-il parlé comme un chef d'État? Ou, comme d'autres le disent, il a été beaucoup plus sensationnel? On va essayer d'analyser et chacun de vous tirera les conclusions parce que notre rôle est de vous présenter toutes les cartes et vous n'aurez qu'à choisir. Alors, je disais, je suis avec M. India Omari. Il est cadre au PPRD. On va lui poser la question. Le PPRD, c'est l'opposition ou la résilience, il va nous dire. Mais également, il est scientifique parce qu'il a été formé en stratégie sécuritaire. Il va corriger si je dis de bêtises. Mais également, il est politiste et politologue. Il va d'ailleurs nous expliquer la différence, parce que le mot politiste m'est un peu nouveau. Monsieur India, bonsoir. Bonsoir, merci. J'ai le plaisir de vous recevoir. C'est une première sur ce plateau. Comment allez-vous? Non, je vais bien, je vais bien. Alors, le président de la République a abordé plusieurs sujets. Mais comme vous êtes du PPRD, il y a quelques points qui m'intéressent personnellement. Le président de la République, répondant à la question de Mme Élisée Audiard autour du prix de la paix, a fustigé le caractère humiliant de l'accord que votre gouvernement, votre pouvoir, puisqu'à l'époque, vous étiez de la majorité présidentielle, a signé avec le M23 pour la récupération des Goma en 2013. Et il a dit qu'il n'a pas besoin de récupérer Bunagana pour nous foutre la même honte. Quel est votre commentaire? Bon, de toutes les façons, je suis franchement sidéré. Franchement sidéré. Tu m'as posé la question de savoir la différence entre politologue, c'était la première question, et politiste. Et politiste. Bon, je voulais aller rapidement. Politologue, c'est un spécialiste des sciences politiques. Il a un background plus important. Il détient Bac plus 5 et Bac plus 8. Ceux qui sont appelés à devenir ou à s'appeler politologues, c'est les détenteurs de Bac plus 5 et Bac plus 8. Donc, il faut arrêter ces débats. Quelqu'un qui a sa licence, il se dit que je suis politologue, il faut arrêter. Il faut détenir un doctorat et un diplôme de post-doc. De docteur. Donc, tandis qu'un politiste, c'est un spécialiste aussi, mais celui-là, il analyse pratiquement l'État, c'est-à-dire dans son architecture. Il analyse aussi l'organisation politique et il analyse les lois et la justice. Il a un regard un peu plus complexe. Un regard un peu sur la justice. Il a un regard sur l'État. Comment l'État est formé, les régimes politiques, la forme de l'État, les systèmes politiques. Il a l'histoire de l'État ou des États. Il a un regard sur l'histoire de l'État. Les relations entre États. L'histoire des relations internationales, l'histoire de la vie politique, les régimes politiques comparés. Il est là, il analyse. Il sait comment l'État peut être constitué en termes, par exemple, c'est le cas actuel, nous avons un régime chez nous au Congo, avec la Constitution, nous avons un régime, primo-ministériel, nous avons certains
un régime semi-présidentiel, et voilà comment les pouvoirs devaient normalement être séparés aujourd'hui. Si on était dans un État normal, il devait y avoir plusieurs centres de décision. C'est-à-dire, comme nous avons 4 institutions de la République avec 3 pouvoirs, en tout cas, le travail de la harmonisation devait se faire au niveau du chef de l'État. Mais aujourd'hui, le chef de l'État s'est accaparé de tous les pouvoirs. Il est au même moment, il s'est accaparé du pouvoir des cours et tribunaux, bon, donc pouvoir judiciaire, il s'est accaparé du pouvoir. Mais qu'est-ce qui vous fait dire ça? Exécutif, il s'est accaparé du pouvoir. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Législatif. Qu'est-ce qui vous fait dire que le président de la République s'est accaparé du pouvoir judiciaire? Il n'y a pas d'intrusion. Il n'influence pas la justice. Nous sommes dans une monarchie absolue. Dans une monarchie absolue. Les mots ont un sens, monsieur. Mais je suis scientifique. Je suis en train. C'est ça mon travail, d'observer par des actes. La Constitution est violée à tout moment. On centralise les pouvoirs. Quand le président de la République pose un acte contre la justice, contre la Cour, il valide que les ministres soient dans tous les 2 pouvoirs. Pouvoir exécutif et pouvoir législatif. C'est le principe de continuité de l'État. Lequel principe le principe de continuité de l'État. L'article 110 de la Constitution le permet. Non, quel est l'article 110 de la Constitution qui le permet? Lisez l'article 97, c'est-à-dire 97 de la Constitution. Que dit l'article sur l'incompatibilité? Un ministre qui a été élu et qui a fait les choix ne devait plus être. L'article 97. Oui, mais l'article 110 résout la problématique. Qui résout quoi? Parce qu'il prévoit justement... Vous n'avez pas la Constitution? Si, j'ai la Constitution. Tu peux lire. Cet article-là prévoit effectivement qu'un élu peut devenir ministre en laissant son premier suppléant. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, non? Pourquoi ils n'ont pas laissé le premier suppléant? Lisez l'article 110. Je vais lire l'article 110. Je ne me rappelle plus de l'alinéa exactement. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où le ministre est ministre. Et il est au même moment député national. L'article 110 est clair. Lisez l'article 97 de la Constitution. Excusez-moi, lisez d'abord l'article 97 de la Constitution. L'article 97 de la Constitution. L'article 97 parle justement des fonctions incompatibles. Mais allez-y d'abord. Les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice du but de tout mandat électif. Voilà. De tout emploi public, civil ou militaire. Arrêtons-nous au mandat électif. Les messieurs là qui sont aujourd'hui, ils ne sont pas des députés nationaux? Si, ils sont députés. Ils ont validé leur mandat. Ils sont des députés nationaux. Alors, la Constitution refuse à ces gens-là. L'article 110, je vais vous le lire aussi. Oui. Il dit, toutefois, lorsqu'un député national ou un sénateur est nommé à une fonction politique incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, celui-ci est suspendu. Oui. Le mandat est suspendu. Non, lisez très bien. Si, on dit celui-ci, le mandat, est suspendu. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il laisse place à son suppléant. Oui. Mais personne n'a laissé le mandat à son suppléant. Personne. Dis-moi. Dis-moi, parce qu'ils ont validé leur mandat. Ils n'ont pas laissé la place au suppléant. Ils n'ont pas laissé la place au suppléant. On ne peut pas valider au même moment, on valide le mandat du ministre, on valide aussi quel est le suppléant qui a été validé. Voilà, il faut pas lire à l'envers la Constitution. Elle est claire. Pourquoi la Cour constitutionnelle a refusé? Il a refusé. Le président ne devait que s'incliner pour obtempérer à la décision de la Cour constitutionnelle. Mais il devait seulement accepter la démission du Premier ministre, prendre acte, et le gouvernement tombe. Ceux qui ne sont pas... Mais qui devraient expédier les affaires courantes. Parce que le président a justifié cela. Parmi les ministres... Mais j'ai dit, parmi les ministres, il y a des gens qui ne sont pas allés aux élections, comme Jean-Pierre Bemba. Mais eux, ils ne peuvent pas tomber. Je vous dis. Ils ne peuvent pas tomber quand le Premier ministre démissionne. Non, mais il expédie. C'est ça, la Constitution dit, oui, là, c'est Jean-Pierre qui doit expédier avec les autres ministres qui ne sont pas partis. Ou soit,
Le président, par lucidité ou subtilité, devait se mettre dans l'exercice de dire, messieurs qui sont mes ministres à moi, pour des raisons de respecter, c'est moi qui veille au respect de l'article 69 de la Constitution, je vous prie de rester au gouvernement, oui, d'abandonner les mandats. D'abandonner les mandats et que vos mandats là, c'est vos suppléants qui vont être, qui vont prendre à votre place. Moi, je vais trouver d'autres solutions. S'il y avait des cas, par exemple, les cas Jean-Pierre, on avait peur de Jean-Pierre Bemba, on devait s'arranger avec, par exemple, Peter Kazadi qui est préséant par rapport à Jean-Pierre. Qu'on lui, c'est-à-dire qu'on va soit les retenir au gouvernement. Mais la question, c'est pas autour de personne, mais c'est dire, moi, je vais vous donner un cas. Je vous donne un cas, puisqu'on va être pédagogique. Je vais vous donner un cas. Imaginez que 100% du gouvernement va aux élections et ils sont élus. Bah, qui expédie les affaires courantes? Qui expédie les affaires courantes? 100% du gouvernement sont élus. Nous sommes dans quel cas? Les contextes actuels, c'est ça. On est en science aussi. Nous sommes je vous donne un exemple. Là, nous réfléchissons. Effectivement. Mais moi, on ne me demande pas ça comme politiste ou comme politologue. On ne me demande pas. Moi, on me demande d'analyser les faits. C'est quand il y a un événement que j'analyse. On m'a jamais... Moi, je ne suis pas philosophe. C'est pas de la philosophie. Oui, je ne suis pas juriste. Aujourd'hui, le droit est confondu à la philosophie, où on commence à penser sur les intentions. Moi, je ne suis pas là dans le droit qui est actuel. Moi, dans les temps, on me disait, donnez-moi les faits, je te donne les droits. Tu comprends? Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, les droits n'est plus les faits. Les droits, ça devient des supputations. Donc, je suis en train de vous dire, pour que vous puissiez comprendre que nous entrons directement, c'est-à-dire dans une infraction. C'est de la haute trahison. Le président vient de cautionner une infraction grave. D'ailleurs, ailleurs, c'est même l'outrage à la magistrature, le fait de bafouer. Hein? Parce que Kamuleta et sa cour a refusé. Il a pris une position par rapport à ces cas. Mais le président de la République ne devait pas aller outrepasser ses limites. D'ailleurs, je viens de vous dire, nous sommes dans un régime primo-ministériel. Le président n'a pas plus de pouvoir que le Premier ministre. Le président devait se conformer à l'article 69 de la Constitution. C'est-à-dire, veiller au respect de la Constitution. Mais là, il y a déjà une crise. Crise, c'est quoi? Entre les deux institutions. Le président de la République et les cours et tribunaux, qui sont aujourd'hui. Donc le président n'a pas respecté la condition d'opposabilité de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Écoutez, vous parlez avec moi ou Kamoulet. Kamoulet est clair à ce sujet, avec sa cour. Ils ont tenté, le Premier ministre a tenté au Conseil d'État, ça n'a pas tenu, il est allé à la Cour, ça n'a pas tenu. Mais le président vient d'autoriser quelque chose qui est irréfutable. Il vient de violer. Et ici, il viole intentionnellement la Constitution. Ça, c'est maintenant l'intention. Je vous donne un cas de la jurisprudence avec nous. Moi-même qui vous parle ici. Nous sommes allés aux élections de 2019. Le président Kabila, vous pouvez le critiquer comme vous le voulez, même l'insulter comme vous voulez. Aussitôt que Mabunda a présenté notre cas, pour nous, mandataires, le président Kabila a pris acte automatiquement. Et nous avons perdu de l'autre côté. Mais aujourd'hui, vous parlez des ministres, vous ne voulez pas parler aussi des mandataires. Il y a des mandataires qui sont les DG, les mandataires actifs qui sont élus et qui continuent encore à vaquer. Il y en a beaucoup, je peux vous en citer. Mais c'est la faute de qui? C'est la faute du président. C'est le président qui doit... Qui nomme les mandats? Qui nomme les mandataires? C'est le président qui doit obliger les gens à démissionner. Mais vous ne savez pas. D'abord, même la CENI ici devait déjà invalider tous ces gens-là parce qu'ils ont violé la loi. Si la CENI faillit à sa mission... Mais le président, c'est lui qui devait prendre acte de la démission parce que c'est une condition. D'ailleurs, pour les mandataires actifs, ils sont conditionnés avant d'aller aux élections, ils doivent démissionner. Mais cette étape-là n'a jamais été faite. Mais ils sont partis. Et qui prend acte?
On peut démissionner, mais si le président ne prend pas acte, mais on reste. C'est le cas aujourd'hui. Et heureusement, la seule personne qui a compris de ne pas violer, c'est Kamere. Bravo à Vital Kamere, qui a même refusé de continuer à participer aux réunions du gouvernement. Est-ce qu'il a refusé? Mais écoutez. Mais vous étiez vendredi, il n'a pas été pour des raisons. Oui, mais tu n'as pas vu comment l'IDP l'attaque, l'insulte dans les médias. Il a dit il ne va pas se retrouver dans ces conditions. Déjà, il y a un membre du gouvernement qui est honnête et qui se retire. Et d'ailleurs, c'est déjà une constatation pour tous les analystes. Même le monde entier a vu ça. Mon frère ami, nous sommes en matière de science. La science, c'est la découverte. La science, c'est la vérité. Rentrons dans la vérité, dans les normes. Aujourd'hui, nous avons une architecture. Vous savez, le triangle. De l'autre côté, nous avons l'anarchie qui veut le pouvoir à tout prix, mais qui entrave les normes, qui effreint les lois. Et la charpente tombe pour arriver au pouvoir. Donc vous pensez qu'aujourd'hui, le président de la République, par besoin de pouvoir, ne sait plus respecter la loi? Je peux vous dire... Il s'érige en monarque, comme vous le dites. Je peux vous dire beaucoup de choses. Allez-y. Vous connaissez une certaine... C'est notre sœur, une certaine Madame Rose. La ministre de la Justice. Elle a été nommée en 2022. Le 15 septembre 2022. Il faut aller récupérer cette ordonnance-là. Comme premier avocat au Conseil d'État. Tu sais ça? Oui. Ministre, en étant ministre, elle a été nommé premier avocat au Conseil. Mais que dit l'ordonnance? Hein? Les actes sont abrogés. Mais elle est toujours ministre. Mais le président n'a pas vu ça. Vous voulez me condamner moi ou bien condamner le président? N'a pas vu ça. C'est une violation flagrante. Le fait que le président lui-même met en cause son ordonnance, sa signature. Donc, vous voulez qu'on parle de quoi? Elle ne devrait plus être ministre. Mais non, selon toi, c'est quoi? L'incompatibilité n'a pas commencé aujourd'hui. Je te donne un cas concret. Elle est ministre. Je crois qu'elle n'a pas été élue. Hein? Mais elle est dans un cas d'incompatibilité. Au même moment, elle a un cadeau aux cours et tribunaux, donc au Conseil d'État. Au même moment, elle est ministre, elle joue. Ben donc, nous pouvons supposer qu'elle touche encore les salaires d'un premier avocat général. Si nous pouvons aller dans les libellés, au niveau de la trésorerie. Donc, c'est encore grave. Donc, regardez comment nous sommes en train d'agir dans ce pays. Comment nous gérons les pays. Et c'est cette bonne manière de pouvoir... Si on va vous dire au moment à l'époque, vous avez... Non, mais nous, il n'y a jamais eu de cas pareils. Mais le président de la République justifie cela par l'urgence que traversent ces pays. Le cas de Madame Rose, c'est une urgence. Non, moi je ne parle pas du cas de Madame Rose. Mais nous sommes en train de découvrir ensemble. Est-ce que c'est une urgence? On va investiguer pour savoir... Que dit la Constitution si c'est une urgence pour les ministres et les premiers ministres? Parce que le président dit que la situation budgétaire, financière, sécuritaire exige que le gouvernement ne soit pas en difficulté pour l'expédition écoutez, dans ces affaires-là. Mais attendez. On a mené beaucoup trop de combats. Allons en profondeur. Pour que, voilà. Allons en profondeur, M. Joël. Mais quand on expédie les affaires courantes, on ne prend pas de décisions, c'est ça, non? En sciences politiques. Mais ce ministre, malgré... Dis-moi d'abord, tu es journaliste. Quelle est la décision du Conseil des ministres qui a sauvé notre vie ou qui a amélioré la qualité de notre vie? Que vous connaissez. Dis-moi une seule décision depuis que le président... il a prêté serment, c'était le 24 janvier... 2019. Non. Tu retiens une seule décision du Conseil des ministres? Il y en a eu plusieurs. C'est quoi? Une seule, je ne te demande pas deux ou trois. Il y a eu plusieurs décisions du Conseil des ministres, comme par exemple, ce qui me vient en tête là, la numérisation de la fonction publique. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on a numérisé la loi? C'est où, à quel niveau on a numérisé quoi? On a
Mais aujourd'hui, on a un portail de la fonction publique. C'est quoi portail? Par exemple, il y a eu plusieurs... Dis-moi, en fait, jusqu'à aujourd'hui, et moi et le président de la République, y compris les ministres, personne ne connaît l'effectif de la fonction publique. L'effectif. Depuis qu'on a commencé sur la réforme de la... Non, le président de la République est fier de son ministre, par contre. Mais il a envoyé les gens à la retraite. Il a rajeuni la fonction publique. Excusez. Il s'est passé des choses quand même. Toi, tu couvres, non? Oui. Tu couvres. Évidemment. Quel est l'effectif? Pose la question au ministre de la fonction publique. L'effectif est de combien? Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons pas une statistique, même en termes, tu vois, pourquoi le problème des recensements pose problème aujourd'hui, même en termes d'économique aujourd'hui. Nous n'avons pas de statistiques, même l'économie qu'on enseigne à l'université ici, de Kinshasa, de Lubumbashi, de Kisangani ailleurs, on n'a pas de statistiques. Vous savez ça? Par manque de recensement. Je ne veux pas aller pour tes côtés. L'effectif des cadres et des agents de la fonction publique sont au nombre de combien? Parce que même l'armée est dans l'effectif aussi. Bien sûr. Ce sont aussi... Moi, je ne l'ai pas tout de suite, mais j'imagine qu'il y en a. Mais on va peut-être poser la question. Vous n'avez pas... C'est-à-dire qu'on n'en a pas. Les ministres de la fonction publique n'ont pas un tableau, n'ont pas une banque de données. Il n'a jamais y maîtrisé. Notre fonction publique n'a jamais la maîtrise sur les effectifs en République. Je mets quiconque à témoin, à défi, excusez-moi. Je mets. Et tu es sûr avec moi? Non, moi je vais vérifier. Mais il ne faut pas suivre le théâtre qui se passe de l'autre côté. Je vous prends un autre cas. Quel est le travail d'un ministre quand il arrive? La loi de la programmation militaire. On est passé d'un budget qu'on connaît aujourd'hui à presque 1 milliard de dollars. C'est quoi? On commence à améliorer la condition de vie des militaires. On achète des matériels de guerre. Frère ami. Ça, c'est des décisions. Laisse-moi, je ne peux pas parler de la défense. Je maîtrise mieux que toi. Non, mais il faut parler. Non, je ne veux pas. Non, mais attention. Il faut éviter, il y a des documents même qu'on appelle des documents classés, classifiés, qu'on n'entre pas, qu'on ne peut pas. Mais les budgets de l'armée, les budgets de l'armée, c'est public. Le président de la République a parlé de ça. Vous connaissez les budgets? Non, le président de la République a parlé de ça. Il a financement de l'armée. Il a parlé du financement de l'armée qu'aujourd'hui, on atteint. Vous êtes à hauteur de combien? Vous avez atteint les 1 milliard. J'ai suivi Zelensky, je suis en train de suivre avec... je suis souvent Poutine avec les efforts qu'il est en train de fournir aujourd'hui pour en fait, l'économie de la guerre. Mais nous sommes en guerre. Quelle est l'économie de la guerre? Est-ce que nous avons mis notre économie en guerre par rapport? D'ailleurs, on ne sait même pas si nous sommes en guerre, sur le plan... Vous n'avez pas entendu ce que le président américain a dit? C'est combien? Il a dit qu'on était un milliard. Vous savez, les journalistes qui sont en face du président sont choisis et sont orientés. Tu as vu quand Loussa Koueno a voulu entrer, le seul qui s'est distingué, a voulu aller. Mais vous avez vu Mouyaya qui est venu vite pour... Ah oui, en lui disant que vous voulez être Premier ministre. Ça, c'était pas élégant. Tu comprends? C'était pas élégant. Et d'ailleurs, dans la forme, une conférence de presse d'un président de la République. Que vient faire le ministre? Avec des commentaires en plus. Avec des commentaires. Il porte même correction au président de la République. J'en conviens avec vous. Moi aussi, j'ai pas trouvé ça évident. Il porte. Quand le président il va réunir, parce que c'est souvent, il a toujours glissé sur ça, il va réunir le congrès. Mais aucun article lui dit que, au fait, l'article 86 lui parle de l'information. Il informe le Sénat et l'Assemblée nationale. Il déclare la guerre après débat Conseil des ministres sur avis du Conseil supérieur de la magistrature et de la défense. Et puis, il informe les chambres. On ne lui a jamais dit que non, il va réunir les chambres. Non. C'est l'information. Il peut appeler le président Bahati, le président Bosso. Bon, voilà, et on va faire ça et tout ça. Et puis, il va adresser à la nation, conformément à l'article 143 de la Constitution. C'est tout. C'est ça l'article 86, les libellés, quand il faut expliquer comme ça. Mais Mouyaya... On lui avait d'ailleurs posé la question. Mouyaya
il a vu que le président est allé pour dire il va réunir le Congrès et à la fin, il porte correction au président pour dire non, il s'est consulté. Donc, On lui a d'ailleurs posé la question. Et quand le président parle de Wazalendo, Mouyaya, il voulait tout ça. Oui, parce qu'il y avait une forme. Il a été prudent. Quoi, il a été prudent. Non, mais il aurait pu avoir manipulation. Non, c'est pas. Il est dans une conférence d'un président de la République avec son téléphone. Il reçoit les remarques venant de l'extérieur avec un téléphone et il corrige le président, porte correction au président de la République. Visiblement, les caméras, nous, analystes, nous sommes en train de regarder ce genre de choses. Heureusement, sur cette histoire de Wazalendo, le président était même, je ne sais pas si on a vu l'attitude, il n'a pas été. Nous avons vu, il n'a pas été. C'est comme ça que le président est revenu sur ce qu'il a dit. Oui. Il dit, les Wazalendo, chacun crée ses Wazalendo. Justement. Mais nous connaissons, nous qui avons étudié, qui avons compris l'histoire, c'est ce que je vous étais en train de dire, l'histoire. Allez au Burundi, tu vas voir un FNL Palepaou, tout des Agasson Ouassa avec l'histoire de... tu vois, tu te rappelles encore qu'il y avait un problème de Wazalendo, un insecte qu'on appelait Wazalendo, qui a été même, qui a connu des problèmes à Goma. C'était d'abord un insecte, et puis par après, qui a été même... je ne vais pas dire le mot, mais bon, il y a eu... réprimé. Effectivement. Et puis par après, on a... Hein? Écoutez. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais je ne dis pas. Ça veut dire quoi? C'est ça le travail d'un politiste. Oui, mais dites. C'est d'analyser. C'est clair, analyser le plus clairement. Mais c'est analyser. Quand vous faites ces liens-là, c'est pour dire quoi? Mais j'ai dit ceci, nous sommes en train d'analyser les faits. Nous, on n'analyse pas. Le président Rui reconnaît que tout le monde a ses Wazalendo. Oui. Peut-être que ceux qui ont été réprimés n'étaient pas les Wazalendo dont on parle aujourd'hui. Il a dit, ces gens, nous sommes aujourd'hui d'une manière factuelle en guerre. Le président doit déclarer la guerre et nous dire les missions que nous devons et orienter cette guerre. Comme on a orienté les journalistes, un journaliste qui vient... Il a répondu à cette question, vous savez. Il a dit que dans les circonstances ne permettaient pas qu'on aille en guerre. Notamment parce que le Sénat n'est pas encore là, notamment parce qu'il y a beaucoup de cadres de négociation qui sont réactivés et activés. Donc, il était plus sage de ne pas déclarer la guerre. Il trouve tout ça où? Dans quelle loi? Dans quelle constitution? La déclaration des guerres, c'est quand même le président qui en décide, non? Pardon? C'est lui qui décide si... Est-ce que nous ne sommes pas dans l'agression? Oui, nous sommes agressés. Oui. Nous sommes agressés. Et que dit la Constitution quand la RDC est agressée? Dites-moi. Le président, l'article, il doit se conformer à l'article 86. Il doit déclarer la guerre. Donc, à chaque agression, il faut déclarer. Pourquoi vous ne l'avez pas fait, vous, quand vous étiez au pouvoir? C'est quoi? C'est pas aujourd'hui qu'on nous agresse par le Rwanda. À l'époque, vous n'avez pas déclaré la guerre. Quelle époque? Quand par exemple... Vous avez déclaré la guerre. Oui, mais depuis 2006... Mais vous parlez de la Constitution. Mouzé avait déclaré la guerre. Mais Mouzé, c'était pas notre constitution actuelle. Mais quoi? Pardon? Mouzé, c'était pas notre constitution actuelle. Vous parlez de quoi? Parlons de 2006. Depuis 2006 jusqu'à 2018. Mais vous êtes en train de... Vous me peintez moi. Moi, je suis... Vous êtes du ma source du pouvoir vient d'où? Du PPRD. Du PPRD. Le PPRD est né comme ça. Moi, je réponds à l'actif et le passif. Du AFDEL. Vous pensez que l'AFDEL ne veut pas me coller? Non, là on parle de... Moi, je ne suis pas comme... vous avez fait allusion à la Constitution. C'est comme ça que je vous dis, revenons en 2006, si on parle de la Constitution... Nous allons aller, la Constitution n'était pas venue du néant. Je suis d'accord. La Constitution est venue de l'accord global et inclusif. Je suis d'accord. Oui, c'est-à-dire que non, il y a une historique pour arriver à la Constitution, pour arriver même au référendum. Tout à fait d'accord. Alors, vous voulez que je dise quoi? Quand vous dites que le président de la République doit se conformer à l'article de la Constitution qui lui recommande de déclarer la guerre suite à une agression, moi je vous ramène à votre pouvoir. Lequel pouvoir? On a été agressé. En 2009, on a été agressé, vous n'avez pas déclaré la guerre. Vous êtes allé discuter avec les CNDP. En 2012, quand on a été agressé, vous n'avez pas déclaré la guerre. Le président d'ailleurs a fait mention de cet accord de 2013. Est-ce que tu peux me poser? Je suis très à l'aise de te répondre
avec certitude, intelligence. Donc, je vous pose la question. Donc. Oui. En 2013, oui. le président l'a mentionné. Oui. Vous avez été chercher un accord humiliant. Je répète les mots du président. Un accord à caractère humiliant avec les M23 pour nous donner un semblant de paix. Pourquoi est-ce qu'à cette époque-là, vous, qui êtes respectueux de la Constitution, vous n'avez pas déclaré la guerre? Bon, je vais te mettre à l'aise. Le président de la République est capable de nous brandir cet accord que nous avons signé. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais c'est celui qui donne. Que l'accord de Kampala n'existe pas? Et il est où? Vous l'avez déjà vu, ça devait apparaître au journal officiel, normalement. C'est quoi? C'est un accord minimum ou un accord ratifié? Vous voulez dire que le président de la République cite un accord fictif? Mais j'ai dit ceci. Mais demandez-lui. Monsieur India. L'authenticité du document que nous avons signé à Kampala doit être brandie. Moi, je pensais que le président de la République est venu dans votre émission ou dans cette conférence de presse avec un accord. Donc le président a menti. J'ai dit ceci. Le président aurait menti. Moi, je suis respectueux. Je ne traite jamais un président ou une personnalité de menteur. Mais je sais que la politique, certaines personnes utilisent la démagogie. Donc le président aurait été démagogue sur ce coup-là. Mais vous êtes dans les qualificatifs. Moi, je ne suis pas dans les qualificatifs. Oui, mais il faut qu'on comprenne. Mais écoutez, quel est l'objectif poursuivi? Moi, j'ai dit ceci, cet accord n'existe pas. L'accord, votre fameux accord n'existe pas. Dans d'aucun, il faut rechercher, si vous avez ça, j'ai mis ma main à couper. J'ai mis ma main à couper. Cet accord, nous avons, voilà ce qui est normal. Nous avons signé, c'est le gouvernement, c'est même pas nous. La notion, vous savez, le président ne doit pas prendre la RDC comme son affaire à lui. C'est une affaire d'État. Ce n'est pas une affaire des individus, la RDC, tout ce qui se passe. Nous avons, les gouvernements à l'époque avaient signé, avaient conclu un accord avec les CNDP, parrainé par la communauté internationale. C'est le 23 mars 2009, avec un médiateur qui s'appelait Obasanjo, ancien chef d'état-major général, ancien président de la République en 77, ancien prétendant au secrétariat général des Nations Unies en 91, ancien président élu en 1999, ancien président élu en 2003, Obasanjo. Et il est venu ici, vous l'avez réussi en pompe, le 8 février 2024, ici à l'OIA, avec un certain milliardaire que lui a créé à l'époque quand il était au pouvoir. Dangote. Dangote. Mais ce n'est pas des personnes non grata non plus. Bon, je n'ai pas dit ça. J'ai dit ceci, c'est son petit qu'il a créé. Je ne sais pas si il continue à faire les commerces avec. Quel est le problème autour de M. Obasanjo? C'est quoi le problème autour de Obasanjo a toujours été pro-rwandais. Vous ne savez pas ça? Mais non, vous me l'avez mais écoutez, cet accord-là que vous avez toujours condamné et que vous voulez limiter aujourd'hui au M23, de quitter le CNDP pour limiter au M23. Mais c'est lui. Moi, j'ai par exemple, je vous confronte. J'ai un article de France 24 écrit, publié le 11 novembre 2013, modifié à 14h23, modifié à la même date, à 17h39, à la même date. On modifie maintenant? Non, à la même date. C'est des mises à jour, c'est des mises à jour. Non, mais c'est modifié. Non, mais je vous les lis. Ton français. Je vous les lis. Effectivement, parce que quand vous publiez sur Internet, il y a des mises à jour. Non, il n'y a pas de mise à jour, ce n'est pas modification. Il faut faire attention, c'est les Français, nous sommes en train de parler. Moi, je suis faible. Laissez-moi vous lire. Je suis faible parce que je n'ai pas fait les études des lettres. Oui. J'ai fait, en fait, mes enseignements... Je vous explique ce qui se passe. Parce que quand vous lisez un article sur Internet, on vous dit, au cas où il y a une mise à jour, on écrit... Vous appelez article. C'est un article de France 24. Vous pouvez c'est un article scientifique ou bien un article journalistique? Mais les journalistes ont le droit de faire des enquêtes. On dit, orienté, Kinshasa et les M23 signent un accord censé instaurer la paix à les autorités congolaises et les mouvements rebelles du M23 ont signé un accord de paix à Kampala, capitale de l'Ouganda. Bien que porteur d'espoir, cet arrangement ne garantit toutefois pas la fin des violences dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ça, c'est les sous-titres. Mais vous avez censé.
Il n'y a pas de précision. Non, mais monsieur India, vous faites les jeux de mots. Mais vous faites les jeux de mots. Soyez de bonne foi. Mais je suis... Soyez de bonne foi. Moi, je vous donne une preuve. Moi, vous la redouter, je suis d'accord avec vous. Je vous donne une preuve. Moi, je veux vous donner... Il y a un article de France 24. C'était peut-être pas une source crédible, mais moi, je voudrais que vous me donniez une contre-source. Laissez-moi te dire. Allez-y. Vous êtes dans la science qu'on appelle... bon, en fait, une discipline qu'on appelle le journalisme. La science qui s'appelle communication. Vous êtes dans la communication des masses, communication sociale, effectivement. Il y a ce qu'on appelle la crédibilité de la source et la fiabilité de l'information. De l'information, effectivement. Je ne suis pas dans ton domaine, j'ai appris l'opinion publique interne et internationale. C'est ça le travail que je suis en train de faire actuellement. Mais je voulais juste vous dire ceci. France 24, c'est pas ça n'a aucune crédibilité comme ça. Quand vous lisez France 24, elle est orientée. C'est une chaîne officielle, une chaîne même des renseignements français. On n'oriente pas les faits. Mais laissez-moi. Quel est l'effet? On peut orienter une Quel est l'effet? Mais l'effet, c'est que le gouvernement gouvernement on a signé. Bon, attendons, allons scientifiquement. On a signé quand? La date de la signature de cet accord. On n'a pas donné la date, mais l'article a été publié le 11 novembre. Et ce n'est pas l'effet. En sciences sociales, moi je suis du domaine. Je suis sociologue, messieurs. Les faits sociaux sont totaux et globaux. Non, laissez-moi. L'accord a été signé lundi 11 novembre à Kampala. Ça n'a jamais été signé. Lundi 11 novembre. Ça n'a jamais été signé. C'est faux. Ça n'a jamais été signé. Mais montrez-moi s'il y a un accord que vous connaissez. Montrez-moi cet accord. Montrez-moi cet accord. On était dans un processus de vouloir signer. Quand on a regardé les papiers, la réunion était terminée en quai des poissons. D'ailleurs, ces jours-là, on attendait la délégation de la RDC qui n'était même pas... On n'est même pas allé chercher la délégation de la RDC. Par rapport aux documents, les chefs de la délégation avaient dit qu'on ne peut pas, parce que ça entravait la Constitution de la République. Qu'on vous trompe dans les médias avec les gens de l'IDPS qui mentent. C'est eux qui mentent. Et ils ne seront jamais en mesure de vous présenter. Le président de l'IDPS aussi. Je parle de l'IDPS. Si vous voulez ajouter vos gens, j'ai dit les gens de l'IDPS. Ils ont battu leur philosophie, leur idéologie, leur doctrine dans les mensonges. Ils ne seront jamais capables de vous présenter le document. Ce qu'on appelle la critique historique. Et je mets quiconque à défi. Montrez-moi cet accord. Parce que les accords sont conditionnés en RDC de les publier au journal officiel. Même l'accord minimum. On lui demande, on nous demande. Mais ils n'ont jamais présenté. Moi, je connais un seul accord qui a été signé au Rwanda. C'est en 2000. Les 11 et les 12 juillet 2019. Quel accord? Ils ont signé pour ramener les gens. Les M23 ici. Pour ramener les M23 ici? Oui. Vous dites que le gouvernement a signé un accord qui ramenait les M23. Mais qui était chef de la délégation? Demande à Ibalanki. Moi, je ne suis pas comme toi qui est en train d'être manipulé par les rois de trottoir. Je prends mon téléphone ici. Vous pouvez lire. Voilà comment moi je vais vous opposer aux preuves et à la documentation. Moi, je ne suis pas comme toi. Allez-y. Hein. Oui. Allez-y. Il y a eu un accord qui a été signé le 11 et le 12 juillet 2019 par le régime. Et la feuille de route a été, la feuille de route avec les M23, c'était le 28 octobre 2019. Tu comprends? Juillet à octobre. Et les M23 étaient ici à Kinshasa, ils ont fait 16 mois. À l'insu du président de la République. Mais écoutez, écoutez, il a cité le ministre de l'Intérieur. Écoutez, monsieur, je vais vous confondre. Tu connais Balanki? C'est qui? Il était chargé des missions du président de la République avant d'être nommé au mécanisme. Effectivement. Quand il allait au Rwanda, il allait au nom du président de la République avec un plein pouvoir de négocier. Et c'est lui qui a trouvé qui a trouvé les Rwandais comme médiateurs pour rapprocher les M23. Moi, je ne vous parle pas de choses que je suppute, non.
Moi, je vous dis, voilà, je vous dis des choses. Excusez-moi, parce que je ne me suis pas préparé. Donc vous dites que le gouvernement a rapproché les M23. Écoutez, messieurs, je vais vous confondre. Moi, je ne peux pas lire ça. Tu peux? Évidemment. Les mécanismes collés au président de la République. Mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Donc la date est là, novembre 2019. J'arrive pas très bien à lire. J'ai l'honneur par la présence. Objet d'abord. Objet, retrait de mandat d'arrêt contre les ex-combattants du mouvement du 23 mars, ex-A23. Oui, lisez. À monsieur l'auditeur général des forces armées de la République démocratique du Congo, j'ai l'honneur, par la présente, de vous approcher en vue de porter à votre connaissance que le 28 octobre 2019, une délégation de la République démocratique du Congo et les leaders de l'ex-mouvement du M23, j'arrive pas à très bien lire, cantonnés dans différents camps sur les territoires rwandais, ont été invités par la République démocratique. Parlez à haute voix. Ont été invités par la République du Rwanda à titre de facilitateurs à prendre part aux discussions relatives au rapatriement volontaire des ex-combattants du dit mouvement. Oui. La continuité, je ne la vois pas. Oui. On peut s'arrêter là. Non. Qui a signé ça? Parce qu'il ne faut pas prendre les documents. Il faut pas prendre les documents de cette manière. Donnez-moi la suite. Je vous donne la suite parce que moi c'est la vérité. Moi, j'aime la vérité. Moi, je ne suis pas comme vous. Vous êtes en train de venir. Oh, il existe un accord, on a signé à Kampala. Il n'y a jamais eu un accord qu'on a signé à Kampala, monsieur. Il est là. Il a même celui qui a signé ces courriers là. Ibalanki et Kolomba Claude, le coordonnateur. Mais tu peux continuer à lire, et tu vas voir les contenus. Allons-y. À ce sujet, je tiens à relever que lors de la rencontre du 28 octobre sus-évoquée, les partis ont convenu de l'élaboration d'une feuille de route pour assurer avec succès les dits rapatriements. Il y a lieu de préciser que les partis devraient respectivement mettre en œuvre les temps de la feuille de route élaborée à l'issue des pourparlers qui avaient eu lieu à Kigali le 11 et le 12 juillet 2019. Les points essentiels contenus dans cette feuille de route portent sur l'amnistie ainsi que l'intégration militaire et politique des membres de l'ex-mouvement. L'intégration militaire et politique. Tu as compris? Des membres de l'ex-mouvement du 23 mars. Ça veut dire que le gouvernement voulait amnistier et intégrer militairement et politiquement le M23. C'est quoi intégrer politiquement les M23? Ça veut dire que ils vont peut-être créer un parti politique, participer aux élections. Continuez à lire, monsieur. Tu vois l'IDPS, hein? Il appert à ce sujet de mentionner qu'il a été recommandé à la même occasion au mécanisme national de suivi de l'accord d'Addis Abeba, dont je suis le coordonnateur, de vous saisir aux fins des retraits affectifs des dits mandats, dans le souci de préserver la paix. Pour toute fin utile, je vous transmets en annexe à la présente les rapports des échanges entre la délégation de la RDC et les leaders de l'ex-mouvement, ainsi que la feuille de route conjointe des activités relatives au rapatriement des ex-combattants présents en République démocratique du Congo. Veuillez agréer, monsieur l'État général, les assurances de ma parfaite considération. Signé? Signé par le coordonnateur Ibalanki et Kolomba Claude. Tu as compris? Ceux qui ont signé les accords, c'est pas nous. C'est pas Kabila. C'est les régimes actuels. Ibalanki est où? Parce que vous dites que non, c'est à l'INSI. Ibalanki il travaillait au mécanisme, c'est-à-dire rattaché directement
au président de la République. Comment ces gens-là peuvent venir au moment où il y a un courrier à l'auditeur? Pour nous qui avons travaillé avec, vous avez dit que nous avons conclu avec les M23. Pourquoi il y avait un mandat d'arrêt? Pourquoi elle avait un mandat d'arrêt? Des Kabila ou des gouvernements des Kabila. Pour favoriser l'entrée. Est-ce que la feuille de route a été signée ou les pourparlers ce n'est pas moi. N'ont pas abouti. Parce que ça, c'est un courrier. Peut-être que les pourparlers n'ont pas abouti. Voilà pourquoi ils ont dit qu'ils sont répartis. Parce qu'ils n'ont pas trouvé les clés de cause. Ce n'est pas à moi de me poser la question. Il faut poser la question à la gouvernance. Ce n'est pas à moi. Tu sais, hein. Donc le gouvernement les évidences, est à la base devant les évidences de la résurrection d'un autre. Oui, ça s'est dit. Ça s'est dit. Ça s'est dit. 2019. Aujourd'hui, ils disent que non. Vous savez, c'est Ibalan qui lui-même qui a pris ses... Ils vont dire que non, c'est Ibalan qui a pris ses contacts. Comme ils ont dit à qui? Les ministres Kankonde. Comment Gilbert Kankonde peut inviter les gens à l'insu du président de la République ici à Kinshasa, les loger, les nourrir pendant 16 mois, et puis proposer au président de recevoir, et après on dit que non, c'est à l'insu. Ce n'est pas à son initiative. Le président de la République est commandant suprême. La loi sur l'armée, des déplacements, même d'un peloton, appelle, c'est ça qu'on appelle la mise. Il y a une différence entre la mise en œuvre et la mise en condition dans l'armée. La mise en condition, c'est les préparatifs. La mise en œuvre passe par les commandements. Or, les commandements, c'est l'affaire du président de la République, seul, par rapport à un certain nombre de choses, les contextes. Vous allez encore parler des contextes. Parce que hier, vous avez dit, on ne va pas se revoir, on va se revoir au ciel, non? Mais Addis Abeba était devenu le ciel, non? Selon toi, non? Journaliste. Quel est le contexte? Le contexte, si c'est un contexte de guerre, agissons conformément à la Constitution. Ce n'est pas parce qu'on a parlé hier et aujourd'hui on peut remplacer. Non, la parole d'un chef d'État en Sciences Po fait foi d'une loi. Il faut respecter sa parole. Ça fait partie. Chers amis, moi je suis en train de vous dire ici, je vous mets à défi. Regardez, moi je peux vous montrer un certain nombre de courriers. Même en matière de contrats. Même les contrats qu'ils ont fait, les accords minimaux qu'ils ont fait pour l'exploitation de l'or. Tu as vu, on nous a parlé ici samedi que non, il y a eu plusieurs cargaisons de matières de coltan qui sont évacuées vers Kibumba et en envers. Mais pourquoi on ne ferme pas là nos frontières? Tu sais pourquoi l'Union européenne et les autres investisseurs cherchent à s'installer au Rwanda? Pas seulement au Rwanda. Ceux qui vont exploiter les lithium à Manono et ailleurs, ils s'installent en Zambie. Tu es au courant? Oui. Il y a d'autres qui s'installent en Angola. Il y a d'autres qui vont s'installer au Burundi. Tu es au courant de ça? Pourquoi? Alors c'est nous qui exploitons. C'est parce que nous n'avons pas une diplomatie, nous n'avons pas une politique. La vocation de la RDC, il n'y en a pas. Les axes de la politique étrangère aujourd'hui n'est pas défini. N'est pas défini. La géopolitique aujourd'hui. Le Rwanda axe sa géopolitique sur base des menaces. Et il profite aujourd'hui, il s'installe. Mais nous, qu'est-ce qu'on gagne dans tout ce qu'on vous a raconté ici, diplomatie agissante? Qu'est-ce qu'on gagne? On ne gagne rien. Dis-moi, tu es mon frère, tu es intellectuel. Laisse le journalisme là d'aller amadouer les personnalités ou les hommes politiques dans les conférences de presse. Posez la question qui intéresse la population. Monsieur le Président de la République, pourquoi vous continuez encore à faire fonctionner l'ambassade du Rwanda en République démocratique du Congo? Monsieur le Président de la République, notre jeune frère Luvumbu, même si on ne l'a pas briefé quand il est arrivé ici, lorsqu'il a quitté le stade rwandais Kanombe, il est allé directement à l'ambassade. C'est là où il s'est réfugié, à l'ambassade de la RDC. À Kigali. Oui, d'ailleurs, c'était très mal qu'on n'a pas briefé ces gars, ces garçons. Il arrive ici, il commence même à... Mabanga.
Il oublie que non, mais l'international peut croire comme c'est une histoire qui a été orientée. C'est-à-dire, les ministres des sports qu'il a accueillis devaient lui briefer comment il va dire. Les autres, l'immigration, les gens qui l'ont... on devait les orienter. Comment il peut dire pour ne pas... Mais on n'a pas coupé les relations diplomatiques. On est en processus de négociation. Le président l'a reconnu. Il a dit qu'il négociera avec le Rwanda parce qu'il pense que le M23, c'est une coquille vide. Non, moi, je conseille au président de négocier avec l'OTAN. Le Rwanda est sous-traité. Hier, le président avait dit que non, on ne se reverra, il ne va jamais négocier avec les Rwandais. Il se reverra au ciel avec... Tu te rappelles encore? Effectivement. C'est pas ma parole. Effectivement, je me rappelle. Et tu sais que non, on entend que les Rwandais refusent de négocier avec nous. Tu es au courant de ça? Effectivement. Hein? Oui. Maintenant, qui a besoin de négocier avec les Rwandais? Tu vois la position où on nous amène? On est faible. Non. Tu vois la position où on nous amène aujourd'hui? Moi, j'ai la seule solution pour sortir de ces carcans ici. Il faut que le président vide la question avec les Congolais pour mettre tout le monde. Parce que la force, ce n'est pas d'aller... Vous appelez à un dialogue? Vous voudrez que la classe politique s'assoie? Vous pensez qu'aller en guerre en étant désigné, qu'on va gagner? On ne va pas gagner. C'est ça, notre fébrilité. Aujourd'hui, ça devrait se passer comment ce dialogue-là? Pardon? Ça devrait se passer comment? 2 ou 3 jours. On vide la question. On peut vider la question du hold-up électoral. Parce que ça pose problème jusqu'à aujourd'hui. On revient encore à la question de la légitimité. Même avec 73% haut la main. Aujourd'hui, 73% est pratiquement... Personne n'est capable de nous montrer la conformité de 70. Parce que quand tu fais la sommation de 73%, avec les autres, vous êtes au-delà de 100%. Vous vous rappelez c'est l'arithmétique, non? On vous a fait ce procès-là à vous. De quoi? Le PPRD. On vous a fait le procès de la légitimité. Non, vous vous rappelez? Mais est-ce que tu sais 2006-2011. Est-ce que tu sais que non? La CENI a mal fait et aujourd'hui ça pèse sur le président de la République. Les calculs, l'arithmétique simple. La CENI a échoué. Aujourd'hui, la CENI a des problèmes. Pourquoi il n'a pas compilé dans les centres de compilation locaux? Ça pose problème. Tu sais que non, les contentieux électoraux des députés commencent à poser problème aujourd'hui. Ça devait commencer lundi, c'est aujourd'hui. Ça pose problème. C'est le casse-tête. La CENI est en difficulté. Parce qu'il faut ouvrir les plis. Il faut ouvrir les plis. Et ça va poser des problèmes avec beaucoup d'acuité. Voilà, la tricherie va là où nous amène, là où va... comment vous dites? Là où le problème... C'est-à-dire, il y a un problème sérieux. Nous avons aujourd'hui non seulement le problème de la légitimité, la RDC, le pouvoir actuel a un problème de la légitimation. Il a des problèmes aussi de la récession. La récession est entrée. Tu sais ça? La récession économique est entrée dans notre pays. Nous avons des difficultés énormes, des crises et des crises que nous allons traverser bientôt. C'est pas facile. C'est pas facile. Il suffit pour gagner cette guerre, parce que nous sommes en train d'aller vers un certain... On va vers les processus de la fragmentation de notre pays. On va vers le processus de la division d'État à des États, comme c'était avec la Yougoslavie. Et nous devons faire attention. Moi, conseiller du président au président de la République, je devais saisir cette opportunité pour faire appel aux Congolais. Tout. Pour qu'on discute et on étouffe. Parce que, vous savez, on a fini. Qu'est-ce que les autres nous accusent? Ils nous accusent de notre fébrilité. C'est-à-dire, au niveau interne, nous ne sommes pas d'accord. Comment on peut aller? Le président devait saisir la main de tout le monde, approcher tout le monde. Mais la démocratie n'est pas là pour mettre d'accord tout le monde. Non, mais la démocratie est là parce qu'aujourd'hui, Macron, Zelensky et les autres, même Poutine, a démontré ça. C'est un braquage électoral qui pose problème dans ce pays, qui fait fâcher tout le monde presque. Et tout le monde est maintenant dans les qui-vive.
on ne sait pas avancer. Mais il faut appeler les gens. C'est ce qu'on appelle en stratégie saisir l'opportunité du danger et d'éviter que l'opportunité de danger vous saisisse. Non, mais ça, c'est un plaidoyer pour que le PPRD retourne à la vie politique. On sait que mais les 5 prochaines années vont être difficiles. Vous n'êtes pas Dieu. Vous voulez la négociation, vous voulez une discussion. On va aboutir à un gouvernement d'union nationale. Je suis politologue, je suis politologue. Le PPRD, vous n'êtes pas Dieu. Oui, mais vous n'avez pas participé aux élections. Mais les 5 prochaines années, j'ai dit, c'est mort pour vous. Non, mais on verra. Écoutez, le peuple est souverain. L'article 64 peut s'opérer aujourd'hui, demain ou après-demain. C'est pas vous qui allez appeler à l'article 64. C'est qui va appeler? C'est la population. La population ne vous a pas fait. Mais la population, autour de cette population, les PPRD est là. Il peut conditionner la machine. On a terminé. Vous pensez quoi? Aux journalistes que vous êtes en train de faire qui sont purement orienté. Je sais que chaque chaîne a... Je pose des questions. Non, vous n'avez pas posé... Vous avez posé des questions. Attention à la façon dont vous posez les questions. C'est comme si vous amadouez... C'est une affaire de l'État. Nous, on ne demande pas le partage des postes, des ressources. D'ailleurs, entrer dans une équipe de Mouabouilou actuellement, vous allez devenir aussi Mouabouilou. Il faut mériter. Parce que déjà, regarde, quand Kamere... dans cette équipe, refuse. C'est-à-dire, il voit déjà un danger. Il est suffisamment éveillé. Voilà. Monsieur India, on a fini. Oui. C'était un plaisir. Oui, C'était un plaisir d'échanger avec vous. Merci, merci. Comme d'habitude, vous apportez des révélations. Oui. Donc, voilà. il faut pas attendre que non, vous parlez. Oh non. L'Afrique d'ici est venue seule. Il n'est pas venu au compte de la SADC. Parce que, au fait, la SADC, c'est l'Angola. Moi, les jours où je verrai l'Angola, parce que l'Afrique d'ici n'a pas une culture de guerre. La Tanzanie a aidé l'Afrique d'ici à devenir, à avoir son indépendance. Tu comprends? C'est comme ça que non, même l'Ouganda craint la Tanzanie aujourd'hui. Museveni ne peut pas jouer à la Tanzanie, parce que l'armée tanzanienne est plus forte. L'Ouganda, c'est une création du maréchal Mobutu. L'Afrique d'ici d'aujourd'hui vient parce qu'il y a un marché au Congo. Tu vois? Et le Burundi vient, c'est parce qu'il y a un marché au Congo. Comme la présidente tanzanienne disait que non, le Congo est un grand marché. Mais au compte de la SADC, nous devons avoir, si c'est de la SADC, on doit avoir le Zimbabwe, la Namibie, l'Angola, au fait, et les autres pays qui sont dans la SADC. Tu comprends? Moi, Michel Ami, n'affaiblissez pas les FARDC. Donnez les moyens au lieu de donner à l'Afrique du Sud et aux autres. Donnez les moyens aux FARDC. Je plaide pour ça. Et vous allez voir, nous allons faire cette histoire de 2013 qu'on a défait. Le président lui-même aujourd'hui, parfois, à la tribune des Nations Unies, il a dit que non, on a défait les M23 en 2013. Et parfois, il dit, bon, écoutez, on a signé un accord. Et cet accord, je demande aujourd'hui, vous êtes intellectuel, dans 48 heures qu'on nous présente cet accord, que nous, on aurait signé. Et vous allez voir que non, qui a dit, qui a introduit la démagogie. Moi, ce que je vous dis, je vous relate, je vous donne les documents. Cette émission est terminée. Merci. Cette émission est terminée, mesdames, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. C'était donc M. India Omari, politologue et politiste. J'espère que vous avez aimé. Il s'agit de la nation. Suivez cette émission et ne la suivez pas seul. Abonnez-vous, partagez pour que l'information arrive au plus grand nombre. Et ce n'est que comme ça que les possibles sera convoqué et que tout est possible si jamais on est ensemble. Je m'excuse. Hein. Allez-y, très rapidement. Très rapidement. Je m'excuse, vous savez. Aujourd'hui, c'est le 26 février 2024. Ça fait 139 ans que le pacte général de Berlin a été créé pour la création de la République démocratique du Congo. En effet. Donc, le 26 février 1885. Et aujourd'hui, le 26 février, il y a on s'est réunis à Genève par le Conseil des droits de l'homme. Qu'est-ce qui va se passer? Attendons d'ici soir. Donc, la date d'aujourd'hui, c'est une date fatidique.
Donc, raisonnons sur la date de la création de la RDC aujourd'hui. Et projetons l'avenir comme Lumumba, comme Zelensky Kabila avait dit. L'indépendance, la liberté économique et la liberté politique. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur India. Merci d'avoir été le nôtre. Merci d'avoir répondu à nos questions. J'espère que vous reviendrez parce que matière, il y en a. C'est très abondant. J'aime beaucoup discuter avec vous parce que vous donnez des précisions et vous donnez des révélations. Mesdames, Messieurs, on a parlé de la nation. Il va falloir à un certain moment qu'on s'approprie cette nation. Comme dit Monsieur India, ça fait 139 ans que le Congo a été créé. Qu'est-ce que les autres pensent de nous? Mais surtout, qu'est-ce que nous pensons de nous-mêmes? C'est même la vocation de cette chaîne. Vous donnez la matière pour qu'on réfléchisse sur l'avènement de la nation congolaise et de la puissance de l'État congolais. C'était un plaisir de vous servir. Partagez cette émission. N'oubliez pas de vous abonner. C'est votre façon de nous encourager à vous informer de plus en plus. Je vous quitte aujourd'hui pour demain avec le même plaisir et un autre invité. Merci beaucoup.